En guerre contre le paludisme chez les enfants de 0 à 24 mois, 331 200 doses de vaccins réceptionnées le 21 octobre dernier à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen par le ministre de la Santé accompagné de partenaires, 42 districts de santé ciblés pour l'admission du vaccin RTSS. Entre-temps, à l'Assemblée nationale, les députés membres de la commission des affaires culturelles interrogeaient la gratuité du traitement chez les enfants de 0 à 5 ans, le traitement du paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans au Cameroun. Le Cameroun qui fait les préludes de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida. Ce sera le 1er décembre prochain et on célébrera donc le 8e mois camerounais de lutte contre le sida, entre autres faits d'actualité qui ont marqué cette semaine au Cameroun. Mesdames, bonjour. Messieurs, bonjour. C'est l'heure de la rétro sur Canal 2 International. Et nous recevons ce dimanche le docteur Brice Ezoa Essomba, qui est expert en santé publique et par ailleurs coordonnateur régional du programme élargi de vaccination pour le centre. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je vous en prie, tout le plaisir est le nôtre. Et j'ai envie de vous demander comment vous allez. Je vais très bien, je suis très en forme ce matin. D'accord. Et je pense que les populations seront ravies de savoir ce qui se prépare en matière de vaccins contre le paludisme au niveau de notre pays. Avez déjà, vous, pris votre dose de vaccin? Pour dire vrai, l'introduction proprement dite est prévue pour le mois prochain. D'accord. Le mois de décembre, je pense que le gouvernement va communiquer là-dessus sur la date exacte de cette introduction. Mais ce qu'on va dire déjà, c'est que c'est historique. Le Cameroun est à féliciter. C'est le premier pays d'Afrique subsaharienne à introduire le vaccin contre le palu dans son programme de routine. Je vous propose, docteur, de regarder avec nous dans le rétroviseur pour vivre ces faits majeurs, pour revivre quelques faits majeurs qui ont marqué la semaine au Cameroun. En moins de 3 ans de travaux, voici le poste de transformation de l'électricité de Niamde à Yaoundé, opérationnel. L'ouvrage est mis sous tension ce 27 octobre 2023. L'acte de fin des travaux, signé et remis à l'entreprise adjudicataire par le directeur général de la Sonatrel. La Sonatrel, je vais vous dire merci pour les travaux bien réalisés, pour la construction du poste de Niamde et vous remettre en même temps ce certificat qui atteste la fin des travaux, accompagné, n'est-ce pas, de mes chaleureuses félicitations. Merci beaucoup. Disons grand merci au président de la République pour cette grande réalisation qui va aider les Camerounais à sortir du noir dans notre pays. Ce poste, en effet, est le plus important du pays dans son projet d'amélioration de l'offre énergétique. Il est censé recevoir 420 MW d'électricité fournis par le barrage hydroélectrique de Natigal pour les dispatcher ensuite sur l'ensemble du territoire national et au-delà. À travers l'interconnexion de nos réseaux électriques Cameroun et Tchad, nous allons, dans ces 420 MW, alimenter le Tchad de 100 MW d'électricité du barrage hydroélectrique de Natigal à l'horizon 2027. En remettant les clés de l'ouvrage ce 27 octobre, l'entreprise espagnole, une fois la mission accomplie, passe ainsi la main à la Natigal Hydropower Company pour les premiers essais. Les 60 premiers mégawatts d'énergie provenant de Natigal devraient arriver ici d'ici décembre. Dans cette interactivité, les élèves de Yaoundé et ses environs ici présents enrichissent leur stratégie de lutte contre le VIH et la consommation des stupéfiants tout en s'amusant. Au banc des enseignants du jour, des experts de synergies africaines contre le sida et les souffrances.
C'est à cœur joie qu'il renforce les stratégies d'attaque des jeunes qui, en plus d'être accros aux différentes formes de drogue, sont les victimes les plus nombreuses de la pandémie du siècle. Les apprenants sont réceptifs. Nous avons parlé des moyens de lutte contre le VIH-Sida, notamment pour la catégorie des jeunes. Nous avons parlé de l'abstinence. Pour des personnes sexuellement actives, nous avons évoqué l'utilisation des préservatifs. Nous avons parlé d'utilisation. Élargir les sensibilisations auprès de nos pères, les jeunes, les adolescents, parce que beaucoup se retrouvent vraiment impliqués dans le sexe et beaucoup vraiment se retrouvent à être exposés aux drogues et au VIH. Le message passe. Tout ce que souhaite la première dame du Cameroun, Chantal Biya, présidente fondatrice de Synergies africaines contre le sida et les souffrances. Confirmation faite par le secrétaire exécutif de cette ONG panafricaine au sortir des échanges avec le fer de lance de la nation. Elle est sensible à tout ce qui a trait, tout ce qui affecte le développement des jeunes et je pense qu'il était nécessaire d'adjoindre la lutte contre la consommation excessive des stupéfiants à la lutte contre le sida. Je crois que c'est cette raison qui justifie cette sorte de renforcement de la lutte parce que c'est deux fléaux très prévalents et qui peuvent vraiment hypothéquer l'avenir des jeunes. D'où la détermination de Synergies africaines contre le sida et les souffrances, au front contre ces fléaux, le VIH principalement depuis 21 ans, d'intensifier la sensibilisation, engagement une fois encore démontré dans le cadre du 8e mois camerounais de lutte contre le sida, en vue de la célébration de la 36e journée mondiale y dédiée, prévue le 1er décembre prochain. Rythme lent d'un chassé-croisé moto et véhicule. Code nouveau imposé par cette route dans un état critique au lieu dit Sapeur Mokolo à Yaoundé. La chaussée et son dernier rempart de bitume sont phagocytés par des interminables nids de poules. Une ouverture mascotte au milieu, baptisée ici le trou de la mort. Ce trou vraiment nous crée des ennuis. Le trou là, ça crée les accidents ici, là, les motos tombent, les mamans derrière les motos tombent. L'axe mène pourtant au plus grand marché de la capitale. Une route des plus fréquentées donc. Comme ici, à Imombo, ou là, à Monté-Liguejoie, tous les accès sont dégradés. Automobilistes et motocyclistes se discutent les voies de contournement créées. On est très souffrant à Yaoundé vraiment. Ces mototaximens courroucés à chaque accident causé par la route pensent à leur impôt qu'ils disent sans impact depuis des années. Ça fait déjà 3 ans. Hein? La mairie est là et prend l'argent et puis on n'arrive même pas à arranger ne serait-ce que la Russie. Souvent elle tombe même dans la rigole-ci avec mes clients. Le maire de la ville, pour se défendre, convoque la vétusté. Toutes ces routes, vous pouvez nous dire la route qu'on a bitumée à Yaoundé au cours des 20 dernières années? En tout cas, moi, je ne sais pas. Nos routes étant vieilles, elles se fissurent, encore que c'était des routes qui étaient gravillonnées. Il y a des espaces où vous passez le matin, normalement, mais vous revenez le soir, il y a déjà eu un affaissement avec l'infiltration des eaux. Plutôt muet sur les questions de renouvellement ou d'aménagement. Avec les pluies, on n'est pas au bout de la souffrance. À chacun son tour. Des femmes et des enfants assis à même le sol. Désolation se lit sur leur visage affligés par une attaque sanglante et terroriste survenue hier mardi 21 novembre 2023 dans leur village dénommé Bameniam. Des traces de sang sont encore sur le sol, témoignant la gravité de cette barbarie. Les pièces en cendres décrivent ici la cruauté de l'attaque terroriste. Et tôt ce matin à la morgue, de nombreuses familles éprouvées sont venues retirer des corps déjà identifiés pour inhumation. Ces Ambazoniens étaient habillés en tenue militaire. Il y avait les bérets de la gendarmerie et de police. C'est pour ça que nos mamans, proches du détachement, 50 mètres du détachement, étaient confondus. Ils ont vu 3 croyant que non, ce sont les gendarmes. Ils étaient confondus aux gendarmes. Cette tuerie qui a fait 9 morts, plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels est condamnée par la société civile qui cependant trouve que cela était prévisible et la réplique imminente. Les documentations que nous faisons nous montrent bien que le conflit est là encore. Et qu'à tout moment, ça peut créer, n'est-ce pas,
des décès, ça peut créer des tueries. Tant qu'il y a des gens armés, n'est-ce pas, dans un environnement, il faut s'attendre à tout moment à ce qu'on puisse avoir un crash comme ce qu'on a eu et qui a créé malheureusement beaucoup de morts ces derniers moments, que ce soit dans ces deux régions ou bien dans la région de l'Ouest qui est concernée par le dernier drame. Dans un communiqué signé du chef supérieur du groupement Bameniam, des mesures sont dès lors envisagées face à cette attaque. Le groupement appelle à la mise sur pied d'une cellule de crise et d'aide aux victimes, à l'ouverture d'une enquête objective et à l'élaboration d'une collaboration étroite avec l'administration pour le renforcement du comité de vigilance pour une vigilance et une protection élevée. L'une des caractéristiques du vaccin RTSS contre le paludisme, c'est qu'il est administré par injection. Chaque flacon du produit contenant 2 doses. Dans le calendrier vaccinal, la cible, à savoir des enfants à partir de 6 mois, auront 4 contacts avec le vaccin antipaludique RTSS. Le premier contact ou première dose à 6 mois, une deuxième à 7 mois, la troisième à 9 mois et enfin la 4e et dernière dose de vaccin interviendra à 24 mois. En ce qui concerne son efficacité, c'est elle qui a amené l'Organisation mondiale de la santé à homologuer le vaccin RTSS, puisque ce vaccin a permis d'éviter le développement des formes graves de paludisme chez plus d'1,7 million d'enfants dans le cadre pilote d'introduction au Ghana, Kenya et Malawi. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dira d'ailleurs, parlant de cette avancée médicale dans la lutte contre le paludisme, qu'il s'agit d'un moment historique. Fin de citation. Autre caractéristique, le vaccin RTSS agit contre le Plasmodium falciparum, le parasite du paludisme le plus meurtrier dans le monde. Retour sur ce plateau après que cette trêve de rétrospective. Docteur, je vous ai vu prendre plein de notes pendant qu'on revivait ces faits majeurs de l'actualité. Quelles premières réactions ont sorti justement de cette rétrospective? Les réactions sont mitigées. D'accord. À la fois de la tristesse, je commence par là, de voir des compatriotes se faire tuer lâchement. Quelque part à Bameniam, dans les Bamboutos. Par des terroristes. Et nous avons évidemment une pensée pieuse pour ces familles qui vivent des moments très difficiles en ce moment. Et nous savons que les pouvoirs publics prennent toutes les dispositions pour que ce genre de choses n'arrive plus. Mais de l'autre côté aussi, on a bien évidemment ces problèmes que nous rencontrons ici dans la ville de Yaoundé, pour ne citer que cette ville-là, avec ses nids de poules. Et j'ai particulièrement apprécié la partie, peut-être ça peut être comique, de ce monsieur qui s'est retrouvé vraiment dans une mardoute, tout sale, très énervé contre le mototaximène, mais il faut reconnaître que en fait, ce n'est pas le mototaximène qui est à l'origine de ce qui s'est passé. Voilà. D'accord. Et on va juste tout simplement faire le lien. Et quel lien peut-il exister entre ces mauvaises eaux usées qui animent, qui habitent nos routes et nos états de santé? Vous, en tant que spécialiste de la santé, il doit certainement avoir un impact des mauvaises routes, des mauvaises odeurs, des ordures ménagers qui jonchent nos routes. Quel impact sur notre santé à nous? De façon globale, hein, vous allez citer sans vous arrêter tout ce que nous pouvons trouver dans notre environnement et qui peut avoir d'une façon ou d'une autre une influence sur la santé. Je pense que ce sont les problématiques de l'heure, la gestion de l'environnement, parce que l'environnement, il faut finir par l'admettre, a un impact certain sur la santé des populations. Je vais prendre l'exemple que vous avez cité, ces mares d'eau qui sont concentrés dans ces nids de poules. En fait, ce sont des lieux de reproduction des larves qui vont devenir des moustiques et des anophèles femelles qui vont piquer des gens. On a le paludisme qui est à côté et vous avez d'autres maladies vectorielles qui vont commencer à arriver. Vous avez le choléra, il y a quelques cas de choléra qui continuent aussi encore à sévir dans nos villes urbaines. On essaie de gérer au niveau du ministère de la Santé avec efficacité, mais vous avez de plus en plus de maladies qui sont en train d'émerger, mais qui sont liées à la qualité de l'environnement
qui est de plus en plus dégradé dans notre pays. Vous avez parlé de paludisme. On se rend compte que deux antipaludiques ont été homologués par l'Organisation mondiale de la santé. Mais le Cameroun a opté pour le vaccin RTSS et on le disait tout à l'heure, 331 200 doses sont déjà disponibles au Cameroun. Pourquoi RTSS au lieu de l'autre vaccin? Peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même rappeler pour la gouverne de vos nombreux téléspectateurs ce que c'est que le palu, pas en termes de définition, mais en termes de données statistiques. En fait. Voilà, le palu, c'est un enfant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant meurt chaque minute de paludisme dans le monde entier. Et selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, en 2021, on a enregistré près de 247 millions de cas dans le monde entier et à peu près 660 000 décès de patients sont décédés. Et 77% de ces patients décédés avaient entre 0 et 5 ans. Donc, en fait, les enfants de 0 à 5 ans accusent le plus lourd fardeau de la mortalité du paludisme. Et je vais encore descendre pour vous dire que 95% de ces cas sont rencontrés en Afrique. Vous voyez, ça veut dire que le palu, c'est une maladie de l'Afrique. Et évidemment, 96% des décès aussi sont rencontrés en Afrique. Et maintenant, si on revient un peu au niveau de notre pays, le Cameroun se tient à la 11e position des pays les plus touchés dans le monde. Ça veut dire que s'il faut compter de 1 à 11, le Cameroun apparaît. Donc, ça veut dire que nous devons continuer à travailler pour l'éradication de cette maladie, en tout cas l'élimination de cette maladie de notre pays. Mais maintenant, depuis près de 40, depuis près de 50 ans, il y a un ensemble de stratégies qui sont mises en œuvre pour lutter contre ce palu. On a par exemple la distribution des moustiquaires, des moustiquaires à longue durée d'action qui constitue une intervention qui est très efficace. Il y a également le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte. Chaque femme enceinte, à intervalles réguliers, devrait prendre un traitement préventif intermittent pour éviter de contracter le palu, sachant que le palu chez la femme enceinte est d'emblée considéré comme un paludisme. C'est gratuit le traitement? Ce traitement-là, il est gratuit. Et, pour les femmes enceintes? Pour les femmes enceintes, c'est gratuit pour les femmes enceintes. Et j'ajoute que, en plus de ces femmes enceintes, il y a une nouvelle intervention qui a été récemment introduite dans la lutte contre le palu, c'est le traitement préventif intermittent chez le nourrisson. On en reparle tout à l'heure. Ça veut dire qu'en même temps qu'on reçoit le vaccin, le nourrisson aussi va recevoir de temps en temps des comprimés dispersibles de traitement préventif intermittent. Et vous avez aussi, à côté de ça, la prise en charge. Vous allez me dire qu'on va discuter la gratuité de la prise en charge chez les enfants de 0 à 5 ans. Voilà. Donc, la vaccination, pour revenir donc à votre question, s'inscrit donc dans un faisceau d'interventions qui sont dirigées pour éliminer le paludisme dans notre pays. Et le dernier né de ce faisceau-là, c'est le vaccin RTSS qui a été récemment choisi, comme vous l'avez dit, par notre pays. Pourquoi le choix du vaccin RTSS? Je vais d'abord rappeler que le vaccin RTSS est un vaccin qui est fabriqué par une multinationale britannique qu'on appelle généralement GSK. Et ce vaccin a été homologué par l'Organisation mondiale de la santé en 2021, après les résultats de la phase 3, dans 3 pays africains, comme on l'a suivi dans votre reportage, évaluation avec succès. Le deuxième vaccin, c'est le R21. Le R21 est encore, à l'heure où je vous parle, en phase de préqualification par l'Organisation mondiale de la santé. R21, c'est le deuxième vaccin qui est homologué, mais pas encore préqualifié, et qui, on l'espère, dans les prochains mois, sera préqualifié et va augmenter l'offre de vaccination dans le monde entier. Donc c'est parce que R21 n'était pas encore disponible que le Cameroun a pris RTSS? Le R21 n'est pas encore disponible. Le seul vaccin est le premier vaccin qui a été homologué et préqualifié par l'Organisation mondiale de la santé, c'est bel et bien le vaccin RTSS, et qui a été utilisé depuis 2019 jusqu'à ce jour dans 3 pays. Le Cameroun est dans le premier pays à l'utiliser de façon systématique dans son programme de routine.
Voilà. Et vous croyez que ce vaccin est adapté pour notre pays, le Cameroun? Nous avons suffisamment de recul par rapport à ce vaccin. On peut reprocher, on a reproché au vaccin anti-Covid-19 d'avoir pas eu suffisamment de recul pour voir toutes les conséquences que cela pourrait avoir. Mais avec le vaccin RTSS, nous avons suffisamment de recul. Le vaccin RTSS est utilisé depuis 2019, nous sommes à 4 ans aujourd'hui, par 3 pays, le Ghana, le Malawi et le Kenya. Et à ce jour, 2 millions d'enfants, je ne parle pas de 2 millions de doses, je vous dis 2 millions d'enfants ont été vaccinés avec ce vaccin. Et les résultats sont, on va dire, un peu spectaculaires. Déjà, s'agissant de la mortalité des enfants de 0 à 5 ans, elle a diminué de façon spectaculaire dans ces 3 pays. On estime cette diminution à 13% de la mortalité globale. Ça veut dire qu'on introduit le vaccin et toutes les causes de mortalité diminuent de façon de 13%. On va dire toutes causes confondues. On a également constaté que dans ces 3 pays, il y a une diminution du nombre d'hospitalisations liées au paludisme. C'est-à-dire que le nombre d'enfants qui est interné parce que c'est le palu a drastiquement disminué. Ça fait partie des principaux éléments. Et l'autre chose aussi qui est une leçon qui a été apprise dans ces 3 pays, c'est que la population est tellement réceptive vis-à-vis de ce vaccin, probablement parce que le paludisme, c'est notre environnement, c'est notre quotidien et on voit tous les jours les dégâts que ça cause. Ce n'est pas la sensibilisation, vraiment, elle est déjà là, on se dit que c'est déjà presque un acquis pour ce vaccin qui est en train d'être introduit. Et quelles sont les autres caractéristiques de ce vaccin injectable? Voilà, si on entre dans les aspects spécifiques et techniques de ce vaccin, c'est un vaccin qui a une présentation de 2 doses. Donc, dans chaque flacon, vous allez avoir 2 doses à administrer. C'est un vaccin injectable. Et nous avons déjà, au niveau de notre pays, un programme qui est bien sûr conforme à ce qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Ce sera un vaccin qui sera administré à 4 doses. La première dose, ce sera à 6 mois. Donc, si vous avez un enfant de 6 mois, tant mieux. Vous êtes dans la bonne marge. La première dose, c'est à 6 mois, il peut commencer. La deuxième dose, c'est à 7 mois. La troisième dose, c'est à 9 mois. La 4e dose, c'est à 24 mois. Mais pas de souci, si votre enfant a 7 mois, votre enfant a 8 mois, vous devez certainement vous demander, est-ce que mon enfant sera enrôlé dans cette cohorte de vaccins? Tout enfant de moins de 9 mois actuel, surtout dans les zones qui seront priorisées pour la vaccination, seront enrôlés et il y a un calendrier de rattrapage qui permet à terme de pouvoir administrer le vaccin à ces enfants. Et justement, si des 4 contacts, des 4 doses, un enfant n'en reçoit que 2 ou 3, est-ce qu'il sera protégé contre le paludisme? Justement, l'efficacité du vaccin, selon les données qui sont à notre disposition, a été prouvée lorsque la totalité des 4 doses a été administrée aux enfants bénéficiaires. Donc, un enfant qui n'a reçu qu'une seule dose, on n'est pas sûr qu'il pourra efficacement répondre en cas d'attaque du paludisme. On l'a dit, c'est 331 200 doses qui seront donc administrées aux enfants de 0 à 24 ans. Tout à fait. Dans 42 districts de santé. Tout à fait. Qu'est-ce qui a guidé le choix justement de ces districts de santé? Oui, vous abordez là une question centrale. Certainement, on anticipe déjà les préoccupations des populations qui vont se demander pourquoi pas dans notre localité et pourquoi dans l'autre localité qui est juste à côté. En fait, il faut savoir que l'offre en vaccin au niveau global reste encore assez limitée. C'est un nouveau vaccin et du coup, la demande est tellement forte. Et le Cameroun a bénéficié de la première dotation, je vous l'ai dit en tout début. Ce sera le premier pays qui va introduire le vaccin dans son programme de routine. Nous avons reçu 331 200 doses le 21 novembre dernier. Mais nous devons prioriser.
Ça veut dire qu'il faut que cette petite quantité de doses reçues aille dans des localités qui présentent le plus de risques ou alors l'impact du palu est le plus élevé. Donc, les critères, c'est quoi? C'est les districts de santé où on meurt, les enfants meurent le plus de palu. Ce sont lesquels au Cameroun? Et il y en a un peu partout dans toutes les régions. Vous avez la majorité de ces régions qui accusent le plus grand poids en termes de palu, c'est la région de l'extrême nord, la région de la Damawa qui vient en deuxième position. Vous avez également la région du nord qui est concernée. Mais il n'y a pas que l'impact qui a contribué, l'impact du palu qui a contribué à la sélection, et vous avez d'autres critères. Les critères d'équité, il faudrait qu'il y ait au moins des districts sélectionnés dans toutes les 10 régions. Donc déjà pour vous dire que les 10 régions sont concernées. Dans la région du centre par exemple, où je suis le coordonnateur, nous avons trois districts de santé qui ont répondu à cette classification vraiment très scientifique pour avoir le meilleur résultat, le meilleur impact sur la population. C'est le district de santé de Soie, le district de santé de Yoko, qui est très loin d'ici, et le district de santé de Fou, qui est tout juste aussi à côté. À quand le début de la vaccination justement contre le palu? Bon, nous pensons que nous avons reçu des instructions de la hiérarchie pour accélérer cette introduction. Je pense que le programme élargi de vaccination a la compétence et la technique pour pouvoir le faire. On le dit dans les 2 ou 3 semaines qui vont suivre cette interview. Mais la précision sera faite prochainement peut-être par le ministre de la Santé publique. Et qu'est-ce que vous avez prévu? On l'a vu avec le vaccin contre le Covid, des populations qui étaient réfractaires. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les populations qui seraient réfractaires à ce vaccin contre le palu? Comme tout vaccin, comme tout nouveau vaccin d'ailleurs, que nous introduisons dans notre pays, nous avons récemment validé le plan de communication d'introduction du vaccin contre le paludisme. Et ce plan d'introduction a été adossé sur un faisceau d'enquêtes réalisées au sein des populations pour évaluer leur perception, leurs attentes par rapport à un éventuel vaccin contre le paludisme. Et on peut vous dire que les résultats qui sortent de là, c'est que les gens attendent ce vaccin, je pense, depuis une quarantaine d'années. Pas tous, hein? Peut-être pas tous, mais la plupart des personnes qui sont de bonne foi, qui connaissent la vaccination, qui connaissent l'importance de la vaccination, attendent qu'il y ait eu un vaccin. Et bien heureusement, il y a un qui est disponible et déjà dans notre pays. Et justement, docteur, what next après cette première vague de vaccination? Les adultes passeront à la vaccination à quel moment? Est-ce que dans le plan de vaccination, il est prévu une période ou alors un vaccin spécifique pour les adultes? Pour le moment, comme la plupart des interventions de santé publique, nous ciblons les populations les plus vulnérables. Et il est démontré scientifiquement, je vous l'ai dit tout à l'heure, que 77% des décès liés au palu, c'est les enfants de moins de 5 ans. Donc si nous voulons agir efficacement sur 77% de notre performance, c'est sur cette cible-là que nous allons effectivement agir, y compris les femmes enceintes. Ouais. Donc, ce qui fait que la vaccination adulte, pour le moment, dans les études qui ont été élaborées, qui ont été menées pour l'homologation du vaccin, les adultes n'étaient pas impliqués. Probablement, puisque nous avons déjà un résultat positif, on se dit que les laboratoires sont toujours dans la recherche et pourront trouver un vaccin qui est plus, cette fois-ci, adapté aux adultes. Pour le moment, la vaccination des adultes contre le palu n'est pas sur la table du gouvernement. D'accord, docteur. Comment comprendre que vacciner d'une maladie, un individu fait toujours cette maladie-là? On a par exemple l'exemple de la grippe qui est inscrit dans le programme élargi de vaccination pour les enfants. C'est en 2 doses d'ailleurs pour les enfants. Comment comprendre qu'après avoir été immunisé contre la grippe, que quelqu'un fasse encore la grippe? Est-ce qu'avec le paludisme, on a la certitude de ce que cette maladie sera définitivement éradiquée de notre pays? Voilà, c'est une excellente question. C'est une excellente question. La vaccination contre la grippe, pour le moment, peut-être n'est pas encore intégrée dans notre calendrier de vaccination de routine. Dans le PEV, on n'a pas encore le vaccin contre
contre la grippe, mais je suppose que vous vouliez dire le vaccin contre les diarrhées à rotavirus. C'est ce vaccin-là que nous avons, et qui est actuellement à 3 doses. Alors, il y a eu une modification au mois de janvier 2023, ce n'est plus 2 doses. Donc, on n'a pas encore de vaccin contre la grippe dans le programme élargi de vaccination. Maintenant, comment expliquer de façon générale, sans parler spécifiquement d'un vaccin spécifique, voilà, d'un vaccin, comment expliquer que quelqu'un soit mené à développer une maladie alors qu'elle a été au préalable vaccinée? Alors, c'est quoi la vaccination? La vaccination, c'est une sensibilisation de l'organisme, de la personne qui reçoit le vaccin, pour que dans son organisme, ses propres anticorps, il faut bien qu'on précise que nous avons nos propres anticorps. En fait. Voilà, pour que ces propres anticorps puissent se préparer à lutter contre la maladie lorsqu'elle viendrait en réalité. Or, une personne qui n'est pas vaccinée, qui n'a pas encore été sensibilisée, prendra plus de temps à développer ses anticorps par rapport à une personne qui est déjà vaccinée. Ça veut dire que le temps de sensibiliser votre organisme, vous pouvez vous retrouver déjà mort, vous pouvez vous retrouver hospitalisé, vous pouvez en train de développer des formes graves de maladie. Alors qu'une personne qui est déjà sensibilisée, très rapidement, ses anticorps sont produits et parfois, la maladie n'atteint pas le seuil clinique. Ça veut dire que la maladie va se développer, mais on n'aura pas de symptômes, c'est-à-dire quelqu'un qui est asymptomatique. Maintenant, la maladie peut également se développer, faire quelques petits symptômes en fonction de la rapidité de réaction de l'individu. Je suis vacciné, mais mon corps n'a pas réagi suffisamment à temps. Donc, c'est ces délais de réaction qui font toute la différence. Voilà. Vous allez voir quelqu'un qui ne développera pas de symptômes, quelqu'un qui va développer vacciné, qui va développer des symptômes légers. C'est juste cette rapidité qui n'était pas optimale. Et c'est pour cela que nous conseillons à tous ceux qui ont l'habitude d'avoir accès au vaccin ou aux parents qui ont des enfants qu'ils amènent à la vaccination, de respecter scrupuleusement le calendrier vaccinal. Chaque vaccin est administré selon une certaine posologie. Par exemple, la polio, il faut au moins 4. Le penta, qui est administré à 6, à 10, à 14 semaines, il faut respecter scrupuleusement les rendez-vous qui vous sont proposés pour donner le maximum de chances à ces vaccins de pouvoir vous protéger vos enfants en cas d'attaque de maladie. D'accord, docteur Edouard. Le palu, vous l'avez dit, est la première cause de décès chez les enfants de 0 à 5 ans et la 4e dans le monde. Quasiment toutes les minutes, un enfant meurt de palu dans le monde. C'est bien conscient de cette situation que le gouvernement a instruit il y a quelques années maintenant le traitement de cette maladie de manière gratuite chez les enfants de 0 à 5 ans. Où en est-on aujourd'hui? S'agissant de la gratuité de la prise en charge du paludisme, je vais d'abord clarifier la lanterne du public sur cet élément. La gratuité, elle est effective depuis 2006. Nous sommes à plus de 18 ans. 18 ans de mise en œuvre de la gratuité. Effective? Elle est effective depuis 2006. Au Cameroun? Date de la signature de ces directives de la prise en charge de... Au Cameroun, dans quelle formation hospitalière précisément? Je suis maman et jamais je n'ai fait soigner mes enfants gratuitement. C'est pour cela que... À l'hôpital souffrant de palu. C'est pour cela que je dois préciser les termes de la gratuité pour que nous soyons tous au même niveau d'information. D'accord. Voilà. Donc, elle est effective depuis 2006 et ça fait près de 18 ans que cette gratuité est mise en œuvre. Il y a une évaluation qui a été faite la dernière que je connaisse. Probablement, il y a d'autres évaluations qui sont ultérieures à celles que j'ai dû consulter. Il y a une évaluation qui a été faite en 2020 qui montre effectivement qu'il y a effectivement la mise en œuvre de la gratuité, de la prise en charge du paludisme. En quoi est-ce qu'elle consiste? Nous avons, on va dire, 3 catégories de population. Nous avons les enfants de 0 à 5 ans. Tout enfant de 0 à 5 ans qui arrive bénéficie gratuitement, si le prestataire pense à un palu, d'un test gratuit, le TDR,
est gratuit pour l'enfant de 0 à 5 ans. Dans quelle formation hospitalière? Normalement, la directive, normalement, on va aborder, on va parler des difficultés. Réalité. On va parler des difficultés de mise en œuvre tout à l'heure. Parce qu'il faut faire... C'est de ça qu'il est question. Il faut faire la différence entre ce qui est recommandé et les difficultés de la mise en œuvre de la gratuité. Justement, pourquoi le vide entre ce qui est recommandé et ce qui doit être? Voilà, vous me poussez à entrer dans les difficultés sans avoir terminé avec ce qui est recommandé. Il faut que les gens sachent, parce que si vous allez exiger un médicament, une spécialité dans une pharmacie, c'est clair, vous allez payer. Mais il y a dans les formations sanitaires des médicaments qui sont destinés à la prise en charge gratuite du palu. Un exemple de formation sanitaire où c'est gratuit carrément. Normalement, dans toutes les formations sanitaires publiques, peut-être que quand vous allez arriver vous-même dans cette formation sanitaire, vous allez peut-être... Je n'ai jamais vu. Bon, ça c'est votre expérience. Et je suis reporter, donc j'ai l'expérience des autres qui me disent également que la gratuité, c'est dans les discours. Non, c'est pas dans les discours. Docteur, vous êtes sans doute parent. Je suis parent. Je suis avec parent de trois magnifiques. Des avantages de service. Magnifiques. Où vous faites souvent le privilège d'aller à l'hôpital. On peut vous dire, oui, c'est l'enfant du docteur Edouard, on le prend rapidement. Vous pensez que vous avez souvenir d'être allé à l'hôpital avec votre enfant, souffrant de palu, vous n'avez jamais dépensé un copec? Maintenant, vous voulez donc on entre dans ce domaine des difficultés finalement, sans pouvoir clarifier ces informations. La première difficulté, c'est d'abord la sensibilisation des parents. Beaucoup de parents, la population n'est pas au courant de cette directive du ministère de la Santé qui préconise la gratuité de la prise en charge du paludisme simple chez les enfants de 0 à 5 ans, le paludisme grave chez les enfants de 0 à 5 ans, tout médicament compris. Il y a également la prise en charge du paludisme chez la femme enceinte. Maintenant, il peut arriver que dans la formation sanitaire que vous avez l'habitude de vous rendre, qu'elle ne s'approvisionne pas au niveau du fonds régional. Il y a suffisamment de médicaments au niveau du fonds régional. Parce que qui devrait faire l'approvisionnement? Chaque formation sanitaire a le devoir de s'approvisionner au niveau du fonds Conclusion, régional. Aucune formation sanitaire camerounaise ne s'approvisionne? Non, parce que je n'ai pas idée on ne peut pas être aussi sentencieux et dire je n'ai pas idée d'une formation sanitaire dans laquelle le traitement du palu est gratuit. Oui, peut-être c'est votre expérience. C'est votre expérience. Mais je vous dis, en réalité, on peut, après cette émission, faire un tour dans les formations sanitaires qui respectent la politique de gratuité. Vous allez voir qu'ils vont vous dire, voilà comment ça se passe. Peut-être avec votre présence, vous savez, au Cameroun, les gens aiment bien... Pas forcément. Les sous-couverts. Le programme national de lutte contre le palu, qui est un programme prioritaire du ministère de la Santé, déjà, je veux vous dire que le paludisme entre dans les priorités du ministère de la Santé publique. Et le rôle de ce programme, c'est justement de faire cette évaluation régulière du respect de la politique de gratuité. Il y a peut-être des difficultés, graves difficultés qui sont rencontrées par-ci, par-là. Ces difficultés sont connues et je pense que le ministère et le programme en question sont en train de prendre toutes les dispositions pour gérer ces aspects. 2023, il y a encore beaucoup à faire. On ne peut pas dire comme ça. Je peux pas le dire. Et quand on revient chez les femmes enceintes, j'ai le souvenir de ce qu'à une certaine époque, quand on vous consultait et qu'on se rendait compte que vous étiez une femme enceinte, on vous remettait de prime abord et gratuitement une moustiquaire. Le projet, il a foutu le camp. Non, le projet n'a pas foutu le camp, ça reste, c'est bien écrit dans la politique. Mais ça n'existe plus. Si, ça existe. Si, ça n'existe plus, docteur. Bon, il faut repasser dans une formation sanitaire qui s'est approvisionnée, qui a reçu sa dotation de moustiquaires. Vous allez vous rendre compte que toutes les femmes enceintes qui viennent pour leur première consultation prénatale reçoivent les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Docteur Edouard, comment comprendre que les Camerounais meurent de palu chaque jour et qu'il y ait un stock de moustiquaires abandonnés aux intempéries du côté de la délégation régionale de la santé? À quoi sert ce stock? Pourquoi il est là?
Voilà. S'agit pas de, vous ne parlez pas de la délégation régionale de la santé publique du centre, parce qu'il n'y a pas un entrepôt. Il n'y a pas d'entrepôt. Derrière où on faisait des vaccins Covid. Il n'y a pas d'entrepôt. Non, non, non. Il n'y a pas d'entrepôt de stockage. Il y a bien des moustiquaires là-bas en nombre. Non, non, non. Je ne sais pas la délégation du centre. Ça, c'est probablement une erreur. J'ai comme l'impression que vous exprimez votre sentiment, et c'est tout à fait normal, votre vécu, votre expérience par rapport à la vaccination et la fréquentation des formations sanitaires. Mais votre expérience à elle seule ne peut pas être généralisée. Je suis journaliste, docteur. Elle peut pas être généralisée. C'est pour cela que nous qui sommes dans le domaine, nous vous donnons la bonne information. Je vais d'ailleurs vous référer au rapport qui a été publié récemment en août 2023, qui est les indicateurs de l'enquête sur les indicateurs du paludisme au Cameroun, qui a été conduite en 2022 et qui a été publiée il n'y a pas 3 mois. Et à l'intérieur, c'est un travail excellent de l'Institut national des statistiques avec la collaboration du Programme national de lutte contre la tuberculose. Et dans ce rapport, il est clairement écrit qu'il y a 67% des familles, des ménages qui utilisent au moins une moustiquaire impact d'action. On a 28% des ménages qui en ont certes besoin, mais on sait que pour des raisons d'approvisionnement, de calendrier, cette situation va être résorbée. Si vous avez déjà 67% des ménages qui disposent d'une moustiquaire imprégnée dotée dans le cadre des activités du programme de lutte contre le palu, c'est pas rien. Des efforts restent à faire, mais nous y allons. Justement, où en est-on avec le projet de distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action? Bon, il faut savoir que c'est déjà pas un projet. Il faut simplement se dire que le pays s'est inscrit dans la perspective d'une distribution de masse des moustiquaires aux populations. Voilà, chaque 3 ans, il y a une distribution des moustiquaires qui est effectuée, et beaucoup de régions en dehors de la région du centre ont bénéficié l'année dernière de la distribution des moustiquaires, et la région du centre qui restait va bénéficier dans la première partie de l'année 2024 des moustiquaires. D'accord, docteur, on l'a vu dans l'actualité, le Cameroun s'apprête à célébrer le 8e mois camerounais de lutte contre le sida, et on a vu cette causerie éducative de Synergies africaines qui venait, lui aussi, l'institution, de souffler sa 21e bougie. Le Cameroun face au VIH-Sida, est-ce qu'un vaccin pourra, n'est-ce pas, nous mettre au loin de cette autre pandémie, de cette autre maladie? Déjà, au regard du reportage qui a été effectué, je voudrais d'emblée saluer l'immense travail qui est effectué par le Comité national de lutte contre le VIH-Sida. Depuis des années, on voit les résultats qui sortent. La prévalence ne cesse de diminuer au fur et à mesure. Et les résultats sont, on va dire, au vert. Il faut continuer à faire les derniers efforts pour véritablement éliminer totalement cette maladie. Évidemment, vous faites bien de poser la question. Peut-être qu'il faudrait commencer à penser à est-ce qu'il ne faudrait pas, est-ce qu'il ne faudrait pas déjà qu'il y ait un vaccin. Il y a de nombreux projets de vaccins contre le sida qui ont été initiés, qui continuent à évoluer. Certains sont au stade 1, d'autres au stade 2, à la phase 2, certains sont même à la phase 3. Et le VIH, particulièrement, qui est un virus, il a été particulièrement difficile de concevoir un vaccin à cause de la mutation régulière de ce virus-là, et qui fait en sorte qu'à chaque fois, on sont obligés de recommencer. Mais les espoirs sont permis, et nous pensons que très prochain, on espère que la prochaine journée internationale de lutte contre c'est le 1er décembre. Le 1er décembre prochain, on va nous annoncer qu'il y a un vaccin qui est déjà disponible. Mais finalement, on voit qu'on peut vivre avec le VIH-Sida et c'est plus un tabou. Bien sûr, tout à fait. Le VIH-Sida est entré dans la catégorie, la très
la très célèbre catégorie des maladies chroniques, au même titre que le diabète, au même titre que l'hépatite C chronique, au même titre que l'hépatite B chronique, au même titre que l'hypertension artérielle. Ça veut dire vous êtes simplement obligé de prendre régulièrement votre traitement en suivant un ensemble de paramètres régulièrement pour vous assurer que votre charge virale est contrôlée, etc. De même que le diabète, si vous ne prenez pas de médicaments, c'est clair que vous allez avoir une glycémie qui va atteindre les plafonds et vous n'êtes pas exempt d'un coma diabétique, par exemple, et de décès. Justement, vous parlez de ces maladies, docteur, on a envie de se poser la question de savoir quel est l'impact de l'implémentation de la première phase de la couverture santé universelle dans le traitement de ces maladies, le diabète, le VIH-Sida, le palu et autres. La couverture santé universelle qui a été lancée par Monsieur le ministre de la Santé dans la région de l'Est, dans sa première phase, est toujours dans la première phase. Elle consistait d'abord à l'enrôlement d'un ensemble de populations prioritaires, parce qu'il faut dire que c'est tout le monde qui peut se faire enrôler, mais avec un accent, une focalisation sur les cibles prioritaires que sont les enfants de 0 à 5 ans, que sont les femmes enceintes, que sont les personnes vivant avec le VIH, SIDA, et également aussi vous avez les personnes dialysées qui sont également dans cette première cible et qui bénéficient déjà de tout le paquet antérieur de subventions de l'État, notamment la subvention des antipaludiques, par exemple, qui a fait l'objet de beaucoup de discussions et dont vous avez partagé votre expérience négative. Votre expérience négative. Vous avez la prise en charge de la tuberculose qui est gratuite, c'est des subventions, c'est l'État qui paye. Vous avez le gros paquet des vaccins, c'est l'État qui paye, parce que les vaccins, vous voyez, on reçoit le vaccin, mais derrière, vous ne savez pas quels sont les montants colossaux qui sont dépensés par le gouvernement du pays pour pouvoir faire en sorte que ces vaccins soient gratuits. Donc tout ce paquet est reversé dans la couverture santé universelle. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes allé à l'hôpital général de Yaoundé pour voir comment se fait l'hémodialyse. Vous allez voir que c'est déjà effectif. C'est facilité en fait. Non seulement c'est facilité, le coût de l'hémodialyse est ramené à 15 000 par an pour chaque bénéficiaire. Vous confirmez avec moi. Oui, les patients d'hémodialyse ne descendent plus dans la rue, donc on a compris que c'est un peu calme. Donc, ça veut dire que quand c'est bon, il faut partager également votre bonne expérience. Votre bonne expérience sur... Donc, la prise en charge de la tuberculose, elle est effective, gratuite. La vaccination reste gratuite pour les cibles prioritaires. Vous avez la prise en charge du VIH et tout ce qui va avec également est gratuite. Donc tout cela est reversé dans la CSU et nous pensons que les voyants commencent à se mettre au vert pour lancer la phase 2. Comment vous laissez partir, docteur, sans aborder avec vous ce problème, cette épidémie de poliomyélite que traverse le Cameroun depuis un certain temps? Alors, de votre œil d'expert en santé publique, comment se prémunir de cette maladie et comment faire quand on l'a contractée? La polio. La conjonctivite, c'est ça? Vous avez dit polio? C'est la conjonctivite. Ah, d'accord. Ouais. Ok. La conjonctivite. Ah, effectivement, la conjonctivite est une maladie qui peut être de plusieurs autres. On peut avoir une conjonctivite d'origine virale. Voilà. On peut avoir une conjonctivite d'origine bactérienne. Et lorsqu'on l'a contractée, elle se manifeste par une coloration rouge des conjonctives. C'est vraiment caractéristique. Vous avez des yeux qui peuvent piquer, vous avez des larmoiements et c'est vraiment désagréable. En fait. Elle est très contagieuse. Ça veut dire que si vous avez quelqu'un dans votre environnement, vous devez prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter tout contact. Vous ne devez pas saluer la personne. La salutation, non, vous ne devez pas vraiment limiter, vous ne devez pas la toucher, par exemple. Et normalement, pour les enfants, c'est l'éviction scolaire. Ça veut dire que l'enfant est mis en congé le temps de la récupération. Maintenant, je préfère ne pas entrer
dans les détails de la prise en charge, parce que si vous avez une conjonctivite, vous savez que vous avez cette maladie, il est important de rencontrer un personnel de santé qui est préparé et qui va vous prescrire en fonction de la catégorisation de votre conjonctivite, un traitement qui peut être adapté à votre maladie. Maintenant, il y a cette recette de grammaire que partagent plusieurs, et vous-même, vous la maîtrisez sans doute, docteur. C'est de l'eau tiède salée quand on nettoie les yeux avec. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça peut nous aider justement à soigner ou alors à soulager cette maladie? Je n'ai pas fait d'études scientifiques sur l'efficacité comparée de l'eau tiède salée avec les autres médicaments qui sont produits. Oui, je suis d'accord que dans notre pharmacopée, nous avons d'excellents médicaments qui font de très bons résultats. Et je peux citer à l'exemple quelques médicaments qui ont été homologués, qui sont en fait des adjuvants à la prise qui étaient des adjuvants à la prise en charge de la COVID-19. Ouais. Donc, dites-vous bien que nous ne sommes pas allergiques aux techniques de grammaire qui donnent des résultats, mais je ne peux pas ici, dans cette audience, qui sont des millions à regarder cette émission ce dimanche matin, dire qu'aller prendre de l'eau salée, non, je crois que je vais me faire lyncher par les collègues. Donc, je peux faire, chacun faire son expérience, mais je vous dis, nous avons une solution au niveau de la médecine moderne qui permet de prendre en charge très, très efficacement. Médecine moderne et médecine traditionnelle ou alors pharmacopée, ça rime? Oui, je pense que de plus en plus, toutes ces médecines-là trouvent des convergences et je pense même que il y a une collaboration véritable entre toutes ces médecines. Il y a combien de patients qui arrivent à l'hôpital central et qui décident d'aller faire, avec un accident, une fracture, qui décident d'aller terminer leur prise en charge chez le masseur, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a une certaine collaboration entre ces médecines et le ministère de la Santé travaille à faire en sorte que la médecine, la pharmacopée traditionnelle puisse porter haut la voix et peut-être au niveau national et aussi au niveau international. Vous deviez également porter la voix de l'intermédiaire qui est cher au ministre de la Recherche scientifique, on l'a vu, qui pourrait également nous soulager du palu, docteur. Tous ces médicaments, je le répète, sont des adjuvants qui sont disponibles au niveau de la place et font l'objet de recherches spécifiques par les ministères compétents. Docteur Brice Edouard Essomba, expert en santé publique et par ailleurs coordonnateur régional du programme élargi de vaccination. Merci d'avoir honoré ce rendez-vous. Merci aussi. Merci à toute la direction, à vous et à toute la direction de Canal 2 International, de nous donner cette audience pour sensibiliser, partager avec vos nombreux téléspectateurs l'actualité de la vaccination contre le palu. Et j'espère que ça a été suffisamment clair. Je l'espère aussi. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi. Merci de rester scotchés. Retrouvons-nous dimanche pour une autre édition de la rétrospective. Restez en compagnie des programmes de Canal 2 qui se poursuivent. Bon dimanche dans la paix du Christ.